Mon oncle m'a envoyé accidentellement une vidéo. Dedans, ma mère disait, elle devrait être reconnaissante. Sans cette famille, elle ne serait rien. Puis j'ai entendu mon père rire. Elle ne sert qu'à payer les factures. Mes mains se sont resserrées autour de mon téléphone. Quelques secondes plus tard, la vidéo a été supprimée. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas demandé. Parce qu'ils ne savaient pas que j'avais tout vu. J'ai juste souri. Jusqu'à l'échéance du prochain paiement. Je m'appelle Sienna Ward. J'ai 29 ans et je travaille comme auditrice en facturation médicale à Tampa, en Floride. Repérer les erreurs, c'est mon métier. Numéros erronés, frais cachés, petits détails que les gens espèrent que personne ne lira 2 fois, mais rien ne m'avait préparé à l'erreur que mon oncle a commise cette nuit-là. J'étais assise sur mon canapé après le travail, portant encore mon badge, faisant défiler des courriels auxquels j'étais trop fatigué pour répondre, quand mon téléphone a vibré. Une vidéo de mon oncle. Pas de légende, pas d'avertissement. J'ai failli ne pas l'ouvrir car dans ma famille, les messages aléatoires signifiaient généralement que quelqu'un était sur le point de me demander de l'aide. Mais j'ai quand même appuyé sur lecture. L'écran était incliné vers un comptoir de cuisine, flou au début, avec des rires en arrière-plan. Puis la voix de ma mère a percé si clairement que j'ai eu l'impression qu'elle se tenait juste à côté de moi. Elle devrait être reconnaissante. Sans cette famille, elle ne serait rien. Ma poitrine s'est serrée. Avant que je puisse bouger, mon père a ri et a dit, de toute façon, elle ne sert qu'à payer les factures. D'autres rires ont suivi. Puis quelqu'un a ajouté que j'étais trop tendre pour dire non. Que s'il semblait assez désespéré, j'enverrais toujours l'argent. Je fixais l'écran, complètement immobile, tandis que chaque sacrifice que j'avais fait pour eux me semblait soudain une preuve dans un dossier que je ne savais même pas que je constituais. Quelques secondes plus tard, la vidéo a disparu. Ce message a été annulé. Mon oncle a dû réaliser ce qu'il avait fait. Peut-être a-t-il paniqué. Peut-être pensait-il l'avoir effacé à temps. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai simplement posé mon téléphone et j'ai souri, parce qu'ils ne savaient pas que j'avais regardé chaque seconde. Et dans 3 jours, le prochain paiement était dû. Avant que je vous dise ce qu'ils ont demandé ensuite et pourquoi cette seule erreur a tout changé, dites-moi ceci. Quel temps fait-il où vous êtes en ce moment? Et cela correspond-il à votre humeur? Aussi, d'où regardez-vous? Je suis curieuse de savoir jusqu'où cette histoire voyagera. Je suis restée assise là pendant un long moment après la disparition de la vidéo, fixant le fil de messages vides comme si mon téléphone venait de devenir une scène de crime. Le pire n'était même pas ce qu'ils avaient dit. C'était la facilité avec laquelle ils le disaient. Il n'y avait aucune hésitation, aucune culpabilité, aucun rire nerveux comme quelqu'un qui sait qu'il est allé trop loin. Ils semblaient à l'aise. Ils semblaient entraînés. Ils ressemblaient à des gens qui avaient déjà dit ces choses, mais jamais en face de moi. J'ai rejoué chaque seconde dans ma tête. La voix de ma mère, le rire de mon père, la confiance insouciante de mon oncle, et cette phrase qui ne cessait de me hanter. De toute façon, elle ne sert qu'à payer les factures. Pendant des années, j'ai pensé que j'étais une bonne fille, une bonne sœur, une bonne nièce. Je me disais que dans une famille, on s'entraidait. Je me disais que j'avais de la chance d'avoir un emploi stable, de la chance de savoir gérer les chiffres, de la chance d'être utile quand les choses devenaient difficiles. Mais assise sur mon canapé cette nuit-là, j'ai réalisé que utile était lentement devenu toute mon identité pour eux. J'avais payé les frais de retard sur le compte du magasin de ma mère quand elle disait que l'activité avait un mois creux. J'avais couvert les paiements d'assurance de mon père après qu'il ait prétendu qu'un client s'était désisté. J'avais envoyé de l'argent à mon frère quand le paiement de sa voiture était dû, même s'il avait toujours de l'argent pour du nouvel équipement pour sa configuration de streaming. Et mon oncle Wesley, le même homme qui venait de m'envoyer accidentellement la vérité, m'avait emprunté plus d'une fois pour ce qu'il appelait des besoins de financement immobilier à court terme. Le court terme était devenu des années. L'urgence était devenue une routine. La famille était devenue une facture à mon nom. Je me suis levé, je suis allé dans ma petite cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Mais ma main tremblait tellement qu'une partie s'est renversée sur le comptoir. Je voulais être en colère et je l'étais. Mais sous la colère, il y avait quelque chose de plus froid et de plus clair. Je travaillais dans la facturation médicale.
Tout mon travail consistait à trouver les détails que quelqu'un espérait ne pas être remarqués. Une double facturation, un ajustement caché, un chiffre qui ne correspondait pas au dossier. Cette nuit-là, j'ai réalisé que toute ma famille m'avait facturé émotionnellement pour une dette que je n'avais jamais contractée. Je suis retourné sur le canapé, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon compte bancaire. Au début, je voulais seulement regarder les derniers mois. Puis j'ai continué à faire défiler. Virement après virement, aide pour le loyer du magasin, aide pour les factures, aide pour le paiement de la voiture, aide pour l'assurance, un cadeau d'anniversaire qui n'était pas vraiment un cadeau car ma mère avait pleuré 2 jours avant en disant qu'elle avait besoin d'argent pour les stocks. J'ai ouvert un nouveau dossier et je l'ai nommé Revue finale des paiements familiaux. Le nom m'a presque fait rire parce que ça sonnait comme du travail. Et peut-être que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Le travail avait des règles. Le travail avait des dossiers. Le travail ne me demandait pas de me détruire en appelant ça de l'amour. J'ai téléchargé des relevés. J'ai sauvegardé des captures d'écran. J'ai cherché dans mes courriels des mots comme urgent, faveur, temporaire et s'il te plaît. Des centaines de messages sont apparus. Certains étaient doux au début. Et ma chérie, peux-tu nous aider juste cette fois? Certains étaient dramatiques. Je ne sais pas ce que nous ferons si tu dis non. Certains étaient vifs. Après tout ce que nous avons fait pour toi, ça ne devrait même pas être une question. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil et j'ai senti quelque chose changer en moi. Il pensait que j'étais tendre parce que je n'avais jamais dit non. Il confondait la gentillesse avec la faiblesse. Il confondait l'amour avec la permission. J'ai failli appeler ma mère sur le champ. J'ai failli exiger une explication. Mais j'ai alors imaginé exactement comment ça se passerait. Elle pleurerait. Mon père se mettrait en colère. Mon oncle dirait que j'avais mal compris. Mon frère Logan me traiterait de dramatique et me dirait d'arrêter de me comporter en victime. Le lendemain matin, d'une manière ou d'une autre, ce serait moi qui m'excuserais d'avoir été blessé par la vérité. Alors, je n'ai rien fait. Je les ai laissés croire que la vidéo avait disparu. Je les ai laissés croire que je ne l'avais pas vue. Pour la première fois de ma vie, leur erreur était mon avantage. J'ai fermé l'ordinateur portable vers minuit, mais j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais ce rire à nouveau. Au lever du soleil, j'avais pris une décision qui semblait à la fois petite et énorme. La prochaine fois qu'ils me demanderaient de l'argent, je n'expliquerai pas. Je ne les supplierai pas de comprendre. Je dirai simplement non. Et juste après 8 heures le lendemain matin, comme s'ils avaient attendu que mon salaire soit versé, mon téléphone a vibré avec un message de ma mère. Bonjour, ma chérie. C'est ainsi que le message commençait. Et pendant une seconde, j'ai presque éclaté de rire parce que c'était exactement comme ça que chaque demande commençait. Jamais avec la demande elle-même, jamais avec honnêteté. D'abord venait la chaleur, puis venait la meçon. J'ai fixé ces 3 mots en étant debout dans ma cuisine, mon café refroidissant à côté de moi. Je connaissais le rythme par cœur. Bonjour, ma chérie. J'espère que tu vas bien. Tu nous manques. Puis, après juste assez de douceur pour que l'ignorer semble cruel, la vraie raison arriverait. Moins de 2 minutes plus tard, elle est arrivée. Le paiement du bail pour le magasin est du vendredi, et les choses sont un peu justes. Peux-tu envoyer ton montant habituel aujourd'hui ou demain? Aussi, le paiement de la voiture de Logan approche et ton oncle Wesley a dit qu'il pourrait avoir besoin d'un petit pont jusqu'à ce qu'une de ses affaires se conclue. Mon montant habituel. Elle l'a dit comme si j'avais signé un contrat, comme si j'avais accepté de devenir le compte de secours de la famille pour toujours. J'ai posé mon café et j'ai relu le message. Loyer du magasin, paiement de la voiture, l'argent de pont de Wesley, 3 problèmes distincts, tous déposés à mes pieds avant même que je sois parti pour le travail. Dans le passé, ma réponse aurait été automatique. Bien sûr, combien? Je peux envoyer une partie maintenant et une partie vendredi. Je me serais excusé d'avoir besoin de vérifier mon solde, comme si mon propre loyer, mes courses, mes économies et mon avenir étaient des interruptions impolies. Ce matin-là, j'ai tapé 3 réponses différentes et je les ai toutes supprimées. La première était trop en colère. La seconde était trop longue. La troisième donnait l'impression que je demandais encore la permission d'avoir une limite. Finalement, j'ai écrit
je ne peux pas aider ce mois-ci. Je me concentre sur ma propre sécurité financière et mes économies. J'ai fixé la phrase pendant presque une minute entière. Mon pouce planait au-dessus du bouton d'envoi. Mon cœur battait si fort que c'en était ridicule, comme si j'étais sur le point de sauter d'un avion au lieu d'envoyer un simple texto. Puis j'ai appuyé. Pendant quelques secondes, rien ne s'est passé. Le silence semblait irréel. J'ai pris mon café, j'ai bu une gorgée, puis mon téléphone a commencé à vibrer. Ma mère a répondu en premier, « Comment ça, tu ne peux pas aider ce mois-ci ? Je veux que tu sois sérieuse, Sienna. » Puis mon père. Cette famille a toujours été unie. Ne commence pas à agir différemment maintenant. Puis Logan. Alors je suis censé perdre ma voiture parce que tu veux soudainement jouer à la riche et indépendante. Je suis resté là, dans ma cuisine, à lire chaque message à son arrivée. Et ce qui m'a frappé, ce n'était pas leur colère. C'était l'absence d'inquiétude. Aucun d'entre eux n'a demandé si j'avais perdu mon travail. Aucun n'a demandé si j'étais malade. En retard sur mon loyer, noyé sous les dettes ou effrayé. Ils n'ont pas demandé ce qui avait changé dans ma vie. Ils ont seulement demandé pourquoi mon argent n'était plus disponible pour eux. Puis Wesley m'a envoyé un message privé. Ne rends pas les choses gênantes, ma petite. Ta mère est stressée, ton père est embarrassé, et Logan. On sait tous que tu es solvable. Envoie juste ce que tu peux, et on s'occupera du reste plus tard, ma petite. Solvable. S'occuper du reste plus tard. J'ai lu son message 2 fois et mon estomac s'est noué, non pas de culpabilité cette fois, mais de reconnaissance. Il ne me voyait pas non plus comme une personne. Il me voyait comme un crédit disponible. Je n'ai répondu qu'une seule fois. Je ne suis plus disponible comme soutien financier. La discussion de groupe a explosé après ça. Ma mère a envoyé paragraphe après paragraphe sur combien elle avait travaillé dur pour me donner une enfance décente. Mon père a dit que je laissais l'orgueil ruiner la famille. Logan m'a dit que j'avais changé depuis que j'avais obtenu mon poste à l'hôpital. Comme si la stabilité m'avait rendu cruel. Wesley est resté silencieux pendant un moment, ce qui m'a rendu plus nerveuse que les autres. Il n'était pas émotif comme eux. Il calculait. Au travail, j'ai essayé de me concentrer sur les audits de réclamation, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans mon sac jusqu'à ce que je le retourne finalement face contre terre dans mon tiroir. J'ai examiné des codes de facturation, corrigé des doubles facturations, répondu à des courriels et agi normalement pendant que toute ma famille se désintégrait parce que j'avais retenu un paiement. Vers l'heure du déjeuner, j'ai vérifié à nouveau mon téléphone. Il y avait des appels manqués, des messages vocaux et une nouvelle notification de courriel qui m'a glacé le sang. C'était d'une société de financement que je ne reconnaissais pas. L'objet disait « Confirmation de demande de crédit ». Je l'ai ouvert lentement. Quelqu'un avait utilisé mes informations dans le cadre d'un examen de garant pour un renouvellement de bail commercial. Pendant un instant, le bruit du bureau autour de moi s'est estompé. Les téléphones, les claviers, les bruits de pas, tout a disparu. Ils ne m'avaient pas seulement demandé de l'aide. Ils avaient construit un plan plus vaste autour de mon nom, de mes revenus, de mon crédit, de mon silence. J'ai transféré le courriel à moi-même, j'ai sauvegardé une copie en PDF et j'ai verrouillé mon téléphone. Puis j'ai regardé à travers le bureau et j'ai pris la première respiration calme de la matinée. Dire non n'avait pas créé le problème. Dire non l'avait exposé. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, mon téléphone avait l'air d'avoir survécu à une catastrophe naturelle. Des appels manqués de ma mère, des appels manqués de mon père, des appels manqués de Logan, 2 de Wesley, un d'un numéro que je ne reconnaissais pas. La discussion de groupe familial était devenue un tribunal où j'étais jugé sans être autorisé à parler. Ma mère a écrit qu'elle ne pouvait pas croire que je punirais tout le monde pour de l'argent. Mon père a dit que je le mettais dans l'embarras après toutes les années où il m'avait élevé pour être responsable. Logan a envoyé un message qui disait « Ça doit être agréable de rester dans ton appartement à te croire meilleur que tout le monde. » J'ai fixé celui-là pendant un long moment. Mon appartement n'était pas luxueux. Il était petit, propre et calme parce que je m'étais battu pour chaque centimètre de paix à l'intérieur. Le canapé était d'occasion. Ma table à manger avait une rayure au milieu. Ma voiture avait 7 ans parce qu'à chaque fois que j'étais sur le point de la remplacer, quelqu'un dans ma famille avait une urgence plus importante que mes projets.
Mais pour eux, le simple fait que je ne me noyais pas signifiait que j'avais de l'extra à donner. J'ai enlevé mes chaussures de travail, j'ai enfilé un pantalon de survêtement et je me suis assise à mon bureau. J'ai rouvert le courriel de demande de crédit et j'ai lu chaque ligne. Renouvellement de bail commercial, examen du garant secondaire, vérification préliminaire des revenus. Mes mains sont devenues froides. J'ai cherché dans ma boîte de réception le nom de la société de financement et j'ai trouvé un ancien courriel de Wesley, enterré sous des mois de messages familiaux. L'objet avait semblé assez anodin à l'époque. Plan budgétaire familial. Je me souviens l'avoir ouvert rapidement pendant une pause déjeuner et avoir vu une feuille de calcul avec les dépenses du magasin. Wesley avait dit qu'il essayait juste de tout organiser et j'avais été trop occupé pour l'étudier. Maintenant, j'ai rouvert la pièce jointe et vérifié chaque onglet. Le premier onglet montrait le loyer du magasin. Le deuxième montrait l'inventaire. Le troisième était caché. Je l'ai presque manqué. Quand je l'ai affiché, j'ai vu mon nom. Sienna Ward, revenu annuel estimé, emploi stable, excellent historique de paiement. Recommandé comme garante secondaire. Je suis resté complètement immobile. C'était là. Pas un accident, pas un malentendu. Ils avaient discuté de m'utiliser avant même que j'aie accepté quoi que ce soit. Ils avaient bâti leur plan de sauvetage sur l'hypothèse que j'obéirais. Mon téléphone a de nouveau sonné. Wesley. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Une minute plus tard, le message est apparu et, contre toute attente, je l'ai écouté. Sa voix était basse et contrôlée, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses pires. Sienna, ça va trop loin. Je ne sais pas de quelle humeur tu es, mais tu dois réfléchir attentivement. Le renouvellement du bail ne peut pas attendre. Ta mère panique. Ton père est furieux, et tu donnes une mauvaise image à tout le monde. Personne ne te demande de faire quoi que ce soit de déraisonnable. Nous avons juste besoin que tu signes un simple document si le prêteur le demande. Tu ne paies rien aujourd'hui. Techniquement, tu aides juste la famille à rester stable. Il a fait une pause. Puis son ton s'est durci. Ne transforme pas ça en un discours sur l'indépendance. Nous savons tous que tu peux aider. Ne nous oblige pas à supplier. Le message vocal s'est terminé. J'ai réécouté la dernière phrase. Ne nous oblige pas à supplier. Pas ne nous laisse pas avoir peur. Pas est-ce que tu vas bien. Pas nous sommes désolés. Juste ne nous oblige pas à supplier. C'est à ce moment-là que le dernier morceau de culpabilité en moi s'est brisé. J'ai appelé Naomi Price, ma plus proche collègue et probablement la personne la plus sensée que je connaissais. Je ne lui ai pas tout dit, juste assez. Je lui ai dit que ma famille essayait peut-être d'utiliser mes informations pour un document financier que je n'avais jamais accepté de signer. Elle est restée silencieuse une seconde, puis a dit, « Si, bloque ton crédit ce soir. Mets tout par écrit. Ne discute pas de ça au téléphone. S'ils utilisent ton nom, tu as besoin d'une trace montrant que tu as refusé la permission. » Entendre quelqu'un d'extérieur à ma famille le dire si clairement m'a fait me sentir moins folle. Après avoir raccroché, j'ai bloqué mon crédit auprès des 3 agences. J'ai changé mes mots de passe. J'ai sauvegardé le message vocal. J'ai imprimé la feuille de calcul cachée en PDF. Puis j'ai écrit un courriel, court et clair, adressé à ma mère, mon père, Wesley et Logan. Je n'autorise personne à utiliser mon nom, mes revenus, mon emploi, mon crédit ou mes informations personnelles pour tout bail, prêt, compte, renouvellement, formulaire de garant ou accord financier. Je ne signerai ni ne garantirai aucune obligation commerciale familiale. Toute communication à ce sujet doit se faire par écrit. Je l'ai lu 3 fois avant de l'envoyer. Mon doigt n'a pas tremblé cette fois. 5 minutes plus tard, Wesley a texté, « Que as-tu fait ?» J'ai fixé ces 4 mots, et pour la première fois de la journée, j'ai souri, parce que maintenant je savais avec certitude qu'ils avaient essayé. Et je les avais arrêtés avant qu'ils ne puissent finir. On a frappé juste après 19h le lendemain soir. Je savais que ce n'était pas un voisin. C'était trop fort, trop impatient, trop familier. Je suis resté dans le couloir de mon appartement un instant, écoutant cela se reproduire. 3 coups secs contre la porte, comme si la personne à l'extérieur croyait avoir le droit qu'on lui réponde. Quand j'ai regardé par le Judas, j'ai vu Logan. Son sweat à capuche était froissé, ses cheveux en désordre,
sa mâchoire crispée par le genre de colère que les gens portent quand ils sont terrifiés en dessous. Pendant une seconde, j'ai envisagé de faire comme si je n'étais pas à la maison. Puis je me suis souvenu de la vidéo. Le rire, la feuille de calcul cachée, la demande de crédit. J'ai ouvert la porte mais j'ai gardé la chaîne. Logan a regardé la chaîne comme si je l'avais insulté personnellement. Vraiment, Sienna? Tu as peur de moi maintenant? J'ai dit, je suis prudente maintenant. Il y a une différence. Son visage s'est tordu. Tu es sérieuse? Maman a pleuré toute la journée. Papa ne veut même plus parler à personne. Wesley dit que tu as bloqué ton crédit et que maintenant, le truc du bail est fichu. Tu comprends ce que tu fais à cette famille? J'ai regardé mon frère. Je l'ai vraiment regardé. Il avait 25 ans, assez vieux pour travailler à temps plein, assez vieux pour comprendre les factures, assez vieux pour savoir que sa vie ne devrait pas dépendre du salaire de sa sœur. Mais il me regardait comme si je lui avais volé quelque chose en gardant ce qui était à moi. J'ai demandé. Tu veux dire ce que je fais à la famille ou ce que je ne laisse plus la famille me faire? Il a ricané. Oh, ça y est. Le discours de la victime. J'ai fermé les yeux une demi-seconde et j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Il y a un an, ce ton aurait fonctionné. Il m'aurait fait paniquer. Il m'aurait fait adoucir ma voix, déverrouiller la porte, offrir du café, offrir du réconfort, offrir de l'argent. Plus maintenant, ai-je dit. J'ai vu la vidéo. Logan est devenu immobile. C'était rapide, mais je l'ai vu. La colère a glissé juste un instant, et autre chose a traversé son visage. La peur. Puis il a ri trop fort. Quelle vidéo? J'ai incliné la tête. Celle que Wesley m'a envoyée. Celle qu'il a supprimée. Celle où tout le monde riait pendant que maman disait que je devrais être reconnaissante parce que sans cette famille, je ne serais rien. Celle où papa disait que tout ce à quoi je sers, c'est payer les factures. Celle où quelqu'un a dit que je suis trop tendre pour dire non. Logan a détourné le regard. Ce n'était pas sérieux. Les gens disent des choses quand ils sont stressés. Tu n'étais pas censé l'entendre. Les mots ont atterri comme une confession. Je n'étais pas censé l'entendre. Pav, il ne le pensait pas. Pav, je suis désolé. Juste que je n'étais jamais censé le savoir. J'ai enlevé la chaîne mais je ne me suis pas écarté. Je voulais qu'il voie mon visage clairement quand je le dirais. Tu as raison. Je n'étais pas censé l'entendre. J'étais censé continuer à payer. J'étais censé continuer à croire que chaque urgence était réelle. Que chaque merci était sincère. Que chaque culpabilisation était de l'amour. Il a serré les poings. Personne ne t'a forcé. Tu as offert. J'ai ri une fois, doucement. C'était le genre de phrase qui ne pouvait venir que de quelqu'un qui n'avait jamais eu la culpabilité enroulée autour de sa gorge par les gens qu'il aimait. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. Wesley. Logan a jeté un coup d'œil et a dit, réponds-lui. Je l'ai fait, mais je l'ai mis sur haut-parleur. La voix de Wesley est sortie, tendue et irritée. Sienna, ça suffit. Nous devons parler comme des adultes. J'ai dit, bien. Alors parle comme un adulte. Il y a eu une pause. Les yeux de Logan se sont écarquillés. Wesley s'est éclairci la gorge. Bloquer ton crédit était inutile. Personne ne te volait. Nous essayons de garder le magasin en vie. Ta mère a tout mis dans cet endroit. Ton père est sous pression. Logan a besoin de stabilité. Tu as le meilleur travail et le meilleur crédit. C'était logique. J'ai dit, c'était logique de m'utiliser sans demander. Il a lâché sèchement. Ne déforme pas les choses. Nous allions t'expliquer quand le moment serait venu. J'ai regardé directement Logan en répondant. Le moment était venu quand vous aviez besoin de ma signature. Il n'était juste pas venu quand vous me traitiez de raté pathétique. Silence. Un silence lourd et laid. Puis Wesley a dit, tu es émotive. J'ai dit, non, je constitue un dossier. J'ai sauvegardé la demande de crédit. J'ai sauvegardé la feuille de calcul cachée. J'ai sauvegardé ton message vocal. J'ai sauvegardé mon courriel refusant la permission.
Et si mon nom apparaît sur quoi que ce soit après ce soir, je le signalerai. Le visage de Logan est devenu pâle. La voix de Wesley a baissé. Tu ferais vraiment ça à ta propre famille? J'ai senti la vieille culpabilité essayer de remonter, mais elle n'avait plus rien à quoi s'accrocher. J'ai dit, ma propre famille a essayé de transformer mon crédit en radeau de sauvetage sans me demander de monter dedans. Alors oui, je me protégerai. Logan a reculé de la porte comme s'il ne me reconnaissait soudainement plus. Peut-être qu'il ne l'avait jamais fait. Peut-être qu'aucun d'eux ne l'avait jamais fait. Il a marmonné. Tu vas regretter d'avoir choisi l'argent plutôt que nous. J'ai secoué la tête. Je ne choisis pas l'argent plutôt que la famille. Je me choisis moi-même plutôt que des gens qui ne m'appelaient famille que lorsqu'un paiement était dû. J'ai mis fin à l'appel et j'ai fermé la porte. Logan est resté dehors 1 minute de plus, puis s'est éloigné. J'ai écouté ses pas disparaître dans le couloir. Ma poitrine me faisait mal, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus fort que la douleur. Le soulagement. Pour la première fois, je n'avais pas plié. Pour la première fois, ils étaient venus réclamer l'ancienne Sienna, et je n'avais pas répondu à la porte. Je pensais que je pleurais après le départ de Logan, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis assise à mon bureau, j'ai allumé la lampe et j'ai ouvert le dossier que j'avais créé le soir de la vidéo, revue finale des paiements familiaux. Le nom ne semblait plus être un mécanisme d'adaptation privé. Il ressemblait à un plaidoyer final. Si ma famille voulait me traiter d'égoïste, d'ingrate, de dramatique et d'émotive, alors je répondrais dans le seul langage qu'ils ne pouvaient pas déformer, les dossiers. J'ai commencé par les virements bancaires, 4 ans d'entre eux. Des paiements à ma mère étiquetés loyer magasin, inventaire, mois difficile, urgence. S'il te plaît, aide. Des paiements à mon père pour assurance, facture, impôts professionnels, prêts uniques qui n'ont jamais été remboursés. Des paiements à Logan pour sa voiture, son téléphone, son équipement, ses courses, ses frais de retard. Des paiements à Wesley qui venaient toujours avec des promesses confiantes. Je te rembourserai quand l'affaire sera conclue. Conclusion la semaine prochaine. Trou de trésorerie temporaire. Je t'apprécie, ma petite. J'ai tout mis dans une feuille de calcul et le total m'a fait m'asseoir en arrière dans mon fauteuil. 68 400 $. J'ai relu le nombre et j'ai senti ma gorge se serrer. Ce n'était plus de la générosité. C'était un apport que je n'ai jamais fait pour mon propre avenir. C'était des années de thérapie. Une meilleure voiture, un filet de sécurité, un voyage dont je m'étais toujours dissuadé. Un fonds pour une maison qui aurait dû être plus grand qu'un rêve. J'ai ajouté un autre onglet pour les messages. Des captures d'écran de ma mère disant qu'elle ne savait pas ce que la famille ferait sans moi. Des captures d'écran de mon père disant que je leur devais la loyauté. Des captures d'écran de Logan demandant si je voulais qu'il soit bloqué. La transcription du message vocal de Wesley. La demande de crédit, la feuille de calcul cachée, mon courriel de refus. J'ai fait attention de ne pas exagérer. Je n'en avais pas besoin. La vérité était assez laide sans décoration. Vers minuit, j'ai écrit le courriel. Je l'ai adressé à ma mère, mon père, Logan et Wesley. Puis j'ai ajouté 2 parents qui avaient déjà commencé à m'envoyer des messages vagues sur le fait que les désaccords familiaux devraient rester privés. Je savais exactement ce que cela signifiait. Mes parents racontaient une version où je me réveillais un jour et les abandonnais. Alors j'ai donné à tout le monde la version avec les justificatifs. Le courriel commençait simplement « J'écris ceci une fois pour qu'il n'y ait aucune confusion à l'avenir ». Au cours des 4 dernières années, j'ai contribué à hauteur de 68 400 $ aux dépenses familiales, y compris les paiements de loyer du magasin, les paiements de voiture, les factures, l'assurance, les manques de trésorerie des entreprises et les urgences personnelles. J'ai joint un résumé de ces paiements. Je n'enverrai plus d'argent. Je ne signerai, ne garantirai, ne co-signerai ni ne soutiendrai verbalement aucun accord financier pour le magasin, la maison, un véhicule, un prêt, un bail ou toute autre affaire. Je n'autorise pas l'utilisation de mon nom, de mes revenus, de mon crédit, de mon emploi, de mon adresse ou de mes informations personnelles à quelque fin que ce soit. Toute communication future doit se faire par écrit. J'ai fixé la phrase suivante pendant un long moment avant de la taper. J'aime l'idée de la famille, mais je ne confondrai plus le fait d'être nécessaire avec le fait d'être aimé. Celle-là faisait mal. Elle faisait mal parce que c'était la vérité que j'avais passé des années à éviter.
J'ai joint la feuille de calcul. J'ai joint la demande de crédit. J'ai joint l'onglet caché du garant. Je n'ai rien joint de la vidéo parce que je n'avais pas besoin de les humilier avec ça. Pas encore. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Le silence a duré 12 minutes. Puis les réponses ont commencé. Ma mère en premier. Comment as-tu pu envoyer ça à des gens? Veux-tu que tout le monde pense que nous sommes de mauvais parents? Mon père ensuite. C'est puéril et cruel. Retire cet email et appelle-moi. Logan a seulement envoyé « Tu es folle ». Wesley n'a pas répondu au début. Au lieu de cela, j'ai reçu un appel de la société de financement le lendemain matin alors que je me préparais pour le travail. Une femme polie m'a demandé si j'étais toujours disponible pour confirmer mon rôle de garante pour le renouvellement du bail. Mon corps est devenu complètement immobile, mais ma voix est restée calme. Je lui ai dit que je n'avais jamais accepté d'être garante. Que je n'avais autorisé aucune utilisation de mes informations, et que je voulais que mon refus soit noté par écrit. Elle est restée silencieuse, puis a dit qu'elle mettrait le dossier à jour. 20 minutes plus tard, Wesley a appelé 6 fois de suite. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un message. Tu viens de faire capoter le renouvellement. J'ai regardé cette phrase et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la joie exactement. Pas de la vengeance au sens cinématographique, juste la satisfaction nette de voir un piège se refermer avec moi à l'extérieur. À midi, une de mes tantes, qui n'avait pas été incluse dans le courriel original, mais l'avait clairement vu, m'a envoyé un message. Sienna, je n'avais aucune idée que tu payais pour tout ça. Ta mère nous a dit que tu aidais 1 ou 2 fois. Pas qu'il dépendait de toi. Ce message m'a presque brisé d'une manière que les insultes n'avaient pas fait. Pendant des années, ils avaient pris mon argent en privé et protégé leur fierté en public. Ils s'étaient fait paraître forts en me vidant silencieusement. Cela s'est terminé ce jour-là. Au cours de la semaine suivante, les conséquences se sont déroulées sans que je les pousse. Le renouvellement du bail du magasin a échoué sans un garant assez solide pour satisfaire le prêteur. Wesley a perdu la commission qu'il attendait de l'organisation de l'affaire. Mes parents ont dû négocier un espace plus petit de l'autre côté de la ville, loin de la vitrine chère dont ils aimaient se vanter. Le compte de la voiture de Logan est devenu en retard jusqu'à ce qu'il prenne des quarts de travail dans un entrepôt d'électronique. Mon père a cessé d'envoyer des discours sur la loyauté. Ma mère a envoyé un dernier message disant « J'espère que tu es heureuse ». Je n'ai pas répondu parce que heureuse n'était pas le mot. Libre était plus proche. La liberté ne semblait pas dramatique au début. Elle était silencieuse. C'était comme se réveiller le jour de paix et ne pas soustraire immédiatement les urgences de tout le monde de mon compte. C'était comme faire les courses sans vérifier si ma mère avait fait allusion à de l'argent pour l'inventaire. C'était comme quitter le travail et ne pas me préparer à un message de Logan sur sa voiture ou un appel de Wesley sur une autre affaire qui allait définitivement se conclure bientôt. Au début, je m'attendais à ce que la culpabilité défonce la porte. Parfois, c'était le cas. Je me brossais les dents où je rentrais du travail en voiture et une pensée me frappait. Et si le magasin faisait vraiment faillite? Et si ma mère pleurait vraiment toute la nuit? Et si mon père ne me pardonnait jamais? Et si Logan disait à tout le monde que j'avais ruiné sa vie? Mais alors je me souvenais de la vidéo, non pas parce que je voulais rester en colère pour toujours, mais parce que je devais rester honnête. Ils n'avaient pas parlé de moi comme d'une fille, d'une sœur ou d'une nièce. Ils avaient parlé de moi comme d'une ressource. Une ressource ne se fatigue pas. Une ressource n'a pas besoin de repos. Une ressource n'a pas de rêve. Une ressource est utilisée jusqu'à ce qu'elle s'épuise. J'avais failli me laisser m'épuiser. 2 semaines après le courriel, j'ai appris par un autre parent que le magasin avait déménagé dans un espace plus petit. Ma mère était furieuse, non pas parce que la famille était sans abri ou affamée, mais parce que le nouvel emplacement n'avait pas l'air impressionnant. Mon père avait recommencé à faire du conseil en assurance à temps partiel après des années à prétendre qu'il était trop épuisé. Wesley était en colère parce que l'échec du renouvellement du bail avait endommagé sa relation avec le prêteur et lui avait coûté une commission sur laquelle il comptait déjà. Logan détestait apparemment son nouveau travail à l'entrepôt, mais il aimait plus garder sa voiture qu'il ne détestait travailler. Rien de tout cela ne m'a fait célébrer. Je ne voulais pas qu'il soit détruit. Je voulais qu'il soit responsable. Il y a une différence. Les histoires de vengeance font souvent croire aux gens que la satisfaction vient du fait de voir quelqu'un souffrir.
Mais ce n'était pas la vraie victoire pour moi. La vraie victoire était que leur vie n'exigeait plus mon effondrement. Un mois plus tard, j'ai augmenté mon propre virement d'épargne pour la première fois depuis des années. Le montant était petit, mais je l'ai regardé comme si c'était un trophée. J'ai réservé un week-end à Saint-Augustine, rien d'extravagant, juste 2 nuits près de l'eau parce que j'avais toujours voulu aller quelque part sans porter une crise familiale dans ma valise. J'ai aussi commencé une thérapie. La première fois que mon thérapeute m'a demandé ce que je voulais en dehors d'être utile, je n'ai pas su quoi répondre. Cela m'a plus effrayé que la vidéo. Cela m'a montré à quel point j'avais été profondément entraîné à mesurer ma valeur par ce que je pouvais fournir. Lentement, j'ai appris que l'amour ne devrait pas exiger une preuve à chaque cycle de facturation. J'ai appris qu'une limite n'est pas une punition. C'est une porte avec un verrou. Et les gens sains ne se mettent pas en colère parce que vous l'utilisez. J'ai appris qu'aider quelqu'un devrait venir du choix, pas de la peur. Et j'ai appris que lorsque les gens vous traitent d'égoïste parce que vous ne les sauvez plus, ce qu'ils veulent vraiment dire parfois, c'est que le contrôle sur vous leur manque. Ma mère a finalement envoyé un courriel plus long. Ce n'était pas tout à fait des excuses. Il y avait trop d'excuses, trop de phrases sur le stress et le malentendu. Mais vers la fin, elle a écrit « Je n'aurais pas dû te laisser porter autant ». J'ai lu cette ligne plusieurs fois. Puis j'ai archivé le courriel. Je n'étais pas prête à répondre. Et pour une fois, je ne me suis pas forcé à mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Mon père ne s'est jamais excusé. Wesley n'a jamais admis ce qu'il a essayé de faire. Logan a envoyé un texto des mois plus tard disant que son travail était stupide, mais qu'il supposait qu'il comprenait les factures maintenant. C'était la chose la plus proche de la croissance que j'avais vue de sa part. Et peut-être que c'était suffisant pour l'instant. Quant à moi, j'ai continué à construire. Mon crédit est resté protégé. Mes économies ont augmenté. Mon appartement est redevenu paisible. J'ai arrêté de sursauter quand mon téléphone vibrait. J'ai arrêté de me qualifier de mauvaise fille pour vouloir une vie qui m'appartenait. La leçon la plus importante que j'ai apprise est une que j'aurais aimé que quelqu'un m'enseigne plus tôt. L'amour familial ne devrait jamais être construit sur le sacrifice sans fin d'une seule personne. Si le soutien ne circule que dans un sens, ce n'est plus du soutien. C'est de la dépendance déguisée en loyauté. Si quelqu'un ne vous valorise que lorsque vous payez, réparez, sauvez ou pardonnez. Ils n'aiment pas votre cœur. Ils aiment votre accès. S'éloigner de cela ne vous rend pas cruel. Cela signifie que vous comprenez enfin que votre avenir compte aussi. En fin de compte, l'erreur de mon oncle a fait plus qu'exposer ce que ma famille pensait de moi. Elle a exposé ce que j'avais oublié de moi-même. Je n'étais pas pathétique. Je n'étais pas rien sans eux. J'étais la personne qui continuait à être présente, à survivre, à donner, et qui a finalement appris quand s'arrêter. Et la meilleure vengeance n'était pas de les voir lutter. C'était de refuser de m'abandonner moi-même, plus jamais.